Écoutez, merci d'être là. Je suppose qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà suivi les trois premières conférences de ce cycle, Nature, Culture, Ordure, qui vient, comme on le dit, en écho à l'exposition Vie d'ordure que vous avez évidemment tous vue, même peut-être plusieurs fois. Et donc je ne vais pas rappeler l'exposition, mais je suis sûr que vous l'avez déjà vue. Par contre, je pense qu'une exposition, quelle qu'elle soit d'ailleurs, au fond, c'est un moment pour ouvrir d'autres choses, pour ouvrir des débats, hein, pour ouvrir donc des questions. Alors, je vais rappeler en deux mots ce que nous avons déjà entendu depuis le début de ce cycle de conférences. La première, elle était donnée par Christophe Bonneuil, et elle nous a expliqué, au fond, comment nous en étions arrivés au point où nous en sommes, c'est-à-dire dans un monde, effectivement, où le reste, le déchet, a un tel impact sur la planète tout entière que nous sommes entrés dans une ère que nous appelons l'Anthropocène. Et donc, et cette ère que nous appelons Anthropocène, nous y sommes. Elle n'est pas venue toute seule. Elle est venue parce que, nous a expliqué Christophe Bonneuil, elle était due à des choix politiques, des choix économiques qui nous ont emmenés là où nous en sommes, une sorte d'état que certains appellent un état de crise, voire un état un peu catastrophique, et dont évidemment le déchet est le reflet. Et pour illustrer, ça illustre cette conférence, au fond un peu le début de l'exposition. La première salle, vous vous souvenez, mesurer les déchets, voir d'où ils viennent. Et on s'est aperçu qu'ils venaient, pour beaucoup d'entre eux, non seulement de nos moyens, de nos modes de consommation, c'était des déchets ménagers, si je puis dire, déchets domestiques, mais aussi, évidemment, de la production, qui est effectivement productrice de déchets. La deuxième conférence, elle a été faite par, vous vous souvenez, Baptiste Mont-Saint-Jean, qui est anthropologue, sociologue, et qui, lui, nous a amené plutôt vers la partie de l'exposition, vous voyez aussi ce que je veux dire, qu'on appelait réduire, hein, enfouir, incinérer et réduire. Et qu'est-ce que ça voulait dire que réduire ? Et il nous a, au fond, questionné et un petit peu malmené, d'une certaine manière, sur le sens de ce geste que nous avons tous et que nous trouvons tous extrêmement vertueux, qui est celui qui consiste à trier le mieux possible nos déchets, en nous mettant en garde et en nous disant, au fond, il y a un risque là, c'est qu'on prenne un peu pour argent comptant cette espèce de mythe d'une société sans déchets. Hein, zéro waste, zéro déchet. C'est sans doute pas possible. En tout cas, ça reflèterait au fond un monde fermé sur lui-même et qui ne vivrait plus, puisque le reste est au fond constitutif de la vie. Et il nous a montré, au fond, c'est un peu la limite d'une économie circulaire, une sorte de mythe, en quelque sorte, qui nous amènerait à, au fond, jeter en quelque sorte sans compter, en tout cas consommer sans compter, dans la mesure où on peut se dire, on pourrait se dire, mais c'est évidemment pas possible, que tout ce que nous consommons peut être réintégré comme un peu miraculeusement dans un cycle et qu'au fond on pourrait d'une certaine manière se mettre à vivre hors sol, hein, un peu comme les tomates, hein, qui sont cultivées hors sol dans les serres des Pays-Bas, par exemple. La troisième conférence, c'était celle, la dernière, donc le 18 mai, si je me souviens bien. Philippe Descola. Philippe Descola nous a fait un petit peu un pas plus encore en avant, dans une réflexion peut-être plus globale, en nous disant, au fond, s'il faut changer de modèle, s'il faut changer de modèle, il ne faut pas seulement peut-être changer de modèle de production, de modèle de consommation, il faut changer de lunettes, d'une certaine manière, et percevoir notre place sur cette planète de manière différente. Et il nous a dit, au fond,
Nous sommes tous des habitants de la Terre, que nous soyons des humains ou des non-humains, et c'est bien là-dessus qu'il a insisté, et qu'on a débouché, vous vous souvenez peut-être des discussions que nous avons eues avec lui, sur des solutions pour qu'au fond, ce qu'on appelle le non-humain, c'est-à-dire que l'ensemble des habitants de la Terre, dont nous sommes tous, au fond, d'une certaine manière responsables, puissent du coup participer, on appelait ça une sorte de parlement de la Terre, à notre devenir, que donc l'humain ne se sente pas, comme il l'a été beaucoup trop, et c'est pour la raison pour laquelle nous en sommes arrivés là, le propriétaire de la Terre, le propriétaire de ses ressources. Alors voilà où nous en sommes. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Léon Telvisian, qui vient tout droit tout droit de Beyrouth, et qui est architecte de formation, qui est designer urbain et qui est professeur d'urbanisme à l'université de Beyrouth, où il a fondé le département d'urbanisme et un centre de recherche sur les questions urbaines. Alors il vient à ce titre-là, mais il vient aussi à un autre titre, au fond, parce qu'il est cofondateur d'un mouvement politique qui s'appelle Beyrouth Madinati, je le dis bien, Beyrouth ma ville. Madinati. Voilà, qui est né à la suite de quelque chose dont il va vous parler, mais dont vous avez quelques aperçus dans l'exposition, qui est la fameuse crise des ordures de Beyrouth, qui a commencé en 2015, mais vous allez nous expliquer que ça a même commencé avant, ou en tout cas ça a couvé bien avant. Et grâce à lui, on va pouvoir au fond essayer de comprendre, et ça on verra, je vous rappellerai peut-être par la suite que ça se passe aussi ailleurs, mais on va voir comment ça se passe à Beyrouth d'abord, grâce à lui, comment au fond le déchet s'invite, sans qu'on le veuille toujours, dans la vie politique, et d'une certaine manière déclenche des mouvements, déclenche des questions, déclenche des débats, des manifestations, et au fond nous permet de peut-être essayer de s'approprier un petit peu la cité et le monde dans lequel on vit. Voilà, je vous laisse, cher Léon, la parole, si vous voulez bien aller un peu plus loin. Je vais aller au pupitre directement et commencer. Oui, je vous en prie. D'accord, merci. Bonsoir tout le monde. Donc, merci d'être venus si nombreux. Et comme l'a très bien dit, je viens directement de Beyrouth. Donc, Beyrouth, c'est une ville qui partage avec Marseille un même bassin méditerranéen, donc un même climat, même coutume, et en plus une identité plurielle. Et donc, ce dont je vais parler ce soir, c'est vraiment le témoignage d'une crise et d'un espoir, d'un moment de la société civile au Liban. Et surtout, particulièrement à Beyrouth, qui lutte justement pour une société beaucoup plus équitable et une ville qui soit plurielle. Donc il y a, à ce titre-là, il y a presque un an, j'ai été mandaté par le gouvernement libanais, avec l'appui de UN Habitat, des Nations Unies, pour préparer le rapport national qui devait servir à la conférence des Nations Unies, Habitat 3, à Quito, en Équateur, sur l'habitat et le développement durable. L'objectif de la conférence était d'établir un nouvel agenda urbain pour toute la planète. Ce fut l'occasion pour moi d'interroger, de confronter la réalité libanaise sur le terrain par rapport à mon vécu d'urbaniste, à mon vécu d'architecte, de chercheur et d'enseignant à la fois. Donc, ce que j'ai trouvé, les points saillants du rapport, donc je vous en fais part, que les séquelles de la guerre civile qui a ravagé le Liban de 1975 à 1990 sont toujours visibles.
signe que la guerre n'est pas encore finie. Donc on retrouve la géographie de la peur toujours à Beyrouth. Les signes marqueurs de cette tragédie sont toujours là. Pourtant, il y a cette nouvelle génération qui n'est pas née durant la guerre, qui transgresse un petit peu cette géographie de la peur et qui n'a pas peur des frontières entre les communautés. Donc, en tant que contexte complexe qui résulte de l'assemblage de diverses communautés, on en a 18 à Beyrouth, au Liban, la réalité sociopolitique du Liban entraîne toujours des initiatives fragmentées de développement urbain et territorial et qui mènent à l'étalement urbain de nature tout à fait communautaire. Et puis, un troisième point, si vous voulez, la guerre avec Israël d'une part et la Syrie de l'autre, qui est à la frontière du Liban, amène un flux de réfugiés qui, aujourd'hui, on est à 1,5 million de Syriens au Liban. Ceci entraîne d'une certaine manière la densification des camps, des quartiers informels et des terrains agricoles par les tentes informelles. De notre côté aussi, Beyrouth, à cette heure de la mondialisation et de la globalisation, compte 33% de la population du Liban, soit 1,5 million de personnes presque, se présente aujourd'hui comme une métropole qui joue un rôle de premier plan dans le développement du pays. Mais c'est un développement qui est accompagné de non-régulation, si vous voulez, de la forme, de toute forme de régulation étatique, quartier informel, territorialisation communautaire, colonisation de l'espace public, destruction des ceintures vertes et déficience des services publics. D'où vient l'enjeu principal qui est la question du lien entre le contexte politique et l'urbanisation. Tout cela est, donc il faut le dire, est bien décourageant pour une personne comme moi qui cherche à user de l'urbanisme comme outil citoyen pour transformer sa ville. J'ai toujours voulu amener de l'espace public à Beyrouth, de la cohésion et de la justice sociale. Et aujourd'hui, l'ambiguïté que je ressens envers cette crise continue de la société libanaise et de la façon dont elle gère son espace ne peut que se résumer à la crainte du retour des atrocités. Donc j'ai toujours peur que finalement, ce qu'on a connu durant la guerre revienne. Mais ce n'est pas ça qui me fait peur, mais plutôt un sentiment d'impuissance et d'incertitude quand il s'agit de présenter des alternatives viables au système en place. Mais il faut dire que finalement, les Libanais ne sont pas que des tribus avec des drapeaux, d'après le titre du livre de Charles Glass, Tribes with Flags, qui décrit un Liban comme un pays vivant encore au rythme du Moyen-Âge, qui manque de tout sens d'intérêt public. Ce n'est pas le cas. Tout au contraire, le Liban est un des premiers pays de la région à s'ouvrir aux valeurs de la modernisation et qui représente un des foyers les plus innovants en matière de culture et d'économie dans le monde arabe. La société civile est très active. Toutefois, mon travail sur le rapport UN Habitat a eu le mérite de m'ouvrir les yeux à une voie alternative pour le changement, les municipalités et les opportunités que celles-ci peuvent nous offrir. Effectivement, l'échelle locale est toujours un lieu où on peut construire des choses. En effet, il m'a semblé que les municipalités seraient la cheville citoyenne à travers laquelle la question du renouvellement politique serait plus efficace, surtout à travers l'enjeu de l'intérêt général, des services urbains comme la collecte des déchets, l'eau, l'électricité, et ça d'un côté, et tout ce qui est privatisation, marchandisation des intérêts particuliers. C'est dans ce cadre conflictuel que les transformations d'inspiration néolibérale dans la gouvernance des services urbains s'articulent avec une autre question, à savoir si cette gouvernance est un instrument d'atténuation des violences et des conflits, ou au contraire, cette gouvernance est un outil d'approfondissement des logiques de déstructuration et de fragmentation territoriale.
la crise en déchets, la crise de déchets. Donc, il faut dire que finalement, c'est en juillet 2015, le contrat prend fin, le contrat avec la société privée pour la gestion des déchets. Et des montagnes de déchets commencent à s'entasser à Beyrouth et les villes du Mont-Liban. Bien que ce n'était pas sans précédent dans les quartiers les plus pauvres, de tels tas d'ordures n'étaient jamais apparus dans les zones les plus aisées. À la mi-août, les Libanais de tous bords ainsi que tous les médias n'avaient comme sujet que la crise des ordures. Certains n'y voyaient qu'un symptôme supplémentaire de l'absence présumée d'un État au Liban. Pour d'autres, la crise était le résultat logique de la prétendue pression que plus d'1 million de réfugiés syriens avaient placée sur l'infrastructure libanaise. Cependant, au fur et à mesure que les ordures se décomposaient dans les rues et les débats politiques consolidés, que les débats politiques restaient bloqués entre ces deux visions, un vaste mouvement de protestation se consolidait. Les mobilisations populaires avaient défié ces deux interprétations de la crise et réussi à mettre en question les pratiques conventionnelles de l'État, l'ordre social et la politique au Liban à la fois. Le mouvement You Stink, ce mouvement de protestation a commencé sous la forme d'une série de petites manifestations organisées par un groupe, le groupe You Stink, en anglais, en français, vous puez. Le groupe a pu poster en ligne des vidéos et des photographies documentant la crise des ordures. You Stink a également entrepris des actions créatives telles que la livraison des sacs de déchets pleins d'ordures aux maisons et aux bureaux des ministres. Les rassemblements initiaux n'attiraient pas plus qu'une centaine de personnes. Cependant, la protestation du 19 août marque un tournant suite à la main forte et à la violence exercée par le gouvernement. La vidéo des forces de sécurité s'attaquant violemment aux manifestants avait envahi tous les réseaux sociaux, qui a amené familles, amis, alliés des organisateurs à se joindre à la manifestation du 22 août. Mais les supporters de You Stink n'étaient pas seulement les amis de You Stink, mais c'était aussi des militants, des groupes, les féministes, les gauchistes, les écologistes, ainsi que tous les résidents des quartiers qui ont été touchés par la crise des déchets. Donc ici, on voit, ça c'est la manifestation sur la place des Martyrs à Beyrouth. Ça c'est la violence exercée par les forces de l'ordre contre les manifestants. Ici, voilà les sacs de poubelles qui prennent la forme de rivières dans le paysage de Beyrouth. Ça ressemble à une installation comment elle s'appelait? Christo. Voilà. Ça, c'est la tentative d'emballer les déchets dans des sacs. Ça, c'est les rivières qui sont polluées par les ordures. Ça, c'est le fleuve de Beyrouth. Ça, c'est les déchets sur les bords des rivières, partout au Liban. Voilà. Les déchets sous les ponts à Beyrouth. Et voilà la photo de quelqu'un qui s'apprête à brûler avec son bidon d'essence, qui est en train de vider l'essence sur les ordures. Une autre photo de la rivière des ordures dans le paysage. Voilà, ça c'est la dernière photo, la décharge. Pour l'instant, la crise n'est pas encore résolue, sauf qu'une décharge a été assignée pour recevoir les ordures de Beyrouth sur un terrain, sur un site qui est tout près de l'aéroport. À un certain moment, les oiseaux et les mouettes menaçaient un petit peu le vol des avions. Ils ont fait appel à des chasseurs pour tuer les mouettes. Les origines de la crise, donc il y a un certain nombre de facteurs.
ont convergé pour produire la crise des ordures, dont les plus importants, la nature du contrat de gestion des déchets existants et la polarisation du champ politique libanais. Donc, sur la question du contrat, c'est en 1994, le gouvernement national, juste à la sortie de la guerre libanaise, à la fin de la guerre libanaise, la guerre libanaise, enfin la guerre interne du Liban, a pris fin dans les années 1995 d'une manière légale. À ce moment-là, le gouvernement national, parce que finalement les déchets c'était le problème le plus important à Beyrouth, il y avait des déchetteries et des décharges partout. D'ailleurs, la décharge la plus importante a donné lieu au centre de Beyrouth. C'était là où ont été déversées toutes les ruines issues de la guerre. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le centre nouveau de Beyrouth, l'espace, le périmètre solidaire, la compagnie privée qui a un petit peu travaillé sur Remblai afin de construire dessus le nouveau centre de Beyrouth. Donc c'était à la sortie de la guerre, en 1994, le gouvernement national sous-traite la gestion des déchets à Beyrouth à une société privée qui est Souklin. Plus rapidement, le gouvernement élargit le contrat pour inclure la collecte, le transport, le traitement et le déversement des déchets dans l'ensemble de Beyrouth et du Mont Liban. C'est presque le 3/4 du Liban. Au-delà des enjeux politico-financiers, le cas du secteur des déchets illustre également les tensions et les conflits de prérogatives entre le gouvernement central et les municipalités. Car officiellement, la charge de l'organisation et du financement de ce service revient aux municipalités. Mais lors de la mise en place du système actuel, la plupart des municipalités étaient en pratique hors d'état de se saisir de ce mouvement, d'où cette logique centralisée. Les gouvernements centraux de l'après-guerre, en particulier les cabinets successifs du Premier ministre, Rafik El-Hariri de ce temps-là, en voyant la fragilité des autorités locales, ils ont saisi l'opportunité de s'enrichir et d'enrichir leurs alliés en dérégulant et en privatisant la gestion des déchets. Donc, pour vous donner un exemple, le directeur fondateur de Souklin, cette propriété privée, était l'un des partenaires commerciaux du Premier ministre en Arabie saoudite. D'autre part, donc, le deuxième facteur qui a influé sur la crise des déchets, c'est le champ politique, enfin la situation politique au Liban. Depuis l'établissement de ce qui fut considéré comme une seconde indépendance du Liban, suite au retrait des forces syriennes du pays le 25 avril 2005. Donc, après une présence de 25 ans, les Syriens quittent le Liban, juste après l'assassinat du Premier ministre. Donc, c'était les Syriens qui étaient indiqués comme responsables de l'assassinat du Premier ministre. Donc, cette classe politique donc, les leaders politiques confortablement installés en concierge d'un État failli inachevé, ces entrepreneurs politico-communautaires exploitent leur position officielle pour se partager territoire, ressources et clientèle confessionnelle et clanique, tout en préservant un équilibre savamment dosé entre les différentes forces et formations politiques. Cet équilibre a toutefois un prix, celui de la paralysie de la gouvernance dans les domaines qui touchent au bien commun et au développement social et humain des Libanais. Donc, le mouvement de protestation, pour sa part, a fait face à des dilemmes stratégiques dès sa création. Donc, d'une part, donc, il y a certains manifestants demandaient la démission du cabinet de certains ministres, et d'autre part, vu l'intensité des manifestations, vu le volume des manifestations, avait commencé par revendiquer la chute du régime. Donc, la non-légitimité du Parlement. Donc, devant cette situation-là, il y a eu un certain retrait de la population beyroutine par rapport à ces manifestations. Donc, ils ont pris un certain recul. Ils ont eu peur que finalement, ce slogan qui a été répété dans les pays arabes n'amène la discorde
dans le pays et ne polarise un petit peu, ne ravive pas les sensibilités confessionnelles de nouveau au Liban. Donc ce mouvement-là s'est affaibli et le coup mortel a été vraiment la répression tout à fait violente du gouvernement. Donc le mouvement de protestation a finalement succombé aux divergences sur ces questions ainsi qu'aux canons à eau et aux grenades sonores de la police. La taille des manifestations a diminué drastiquement après le 29 août. L'infiltration par les partis politiques au pouvoir et la campagne de diffamation s'est poursuivie. Les militants, pour leur part, n'ont pas réussi à présenter un message unifié en termes de but et de tactique au grand public. Cependant, les slogans lancés durant les protestations en direct sur les médias ont eu le mérite d'attirer l'attention des Libanais sur plusieurs dimensions qui concernent leur bien-être et leur avenir. Donc notamment que le problème politique central dans le pays ne provient pas uniquement des personnalités en charge du gouvernement, mais du système complexe qui alloue les sièges parlementaires, les principaux postes de l'État et l'accès aux biens publics par une certaine affiliation ethno-religieuse. Donc il faut dire que ce système confessionnel a été mis en France par les Français durant le mandat, et puis il a été repris dans la Constitution du Liban. Que la gestion des déchets était un enjeu multiple, politique, environnemental, économique et social. Que la société civile est un acteur à part entière dans la prise de décision. Quatrièmement, que l'échelle locale pouvait jouer un rôle majeur dans la prestation équitable des services urbains aux citoyens. Donc la crise des déchets, autrement dit, a été révélatrice de plusieurs problématiques à la fois. Aussi bien donc le principal enjeu, le principal acquis était vraiment cette prise de conscience de la part de la société libanaise entière que finalement le système en soi était le malaise. Enfin, le système en soi était la cause principale de la crise des déchets. Ceci parce que le système en place attire la corruption, attire le partage des ressources entre les partis au pouvoir. Mais malgré cet échec, la société civile porte désormais en elle les germes d'offres politiques alternatives. En cela, les activistes gardent vivante l'option d'un État civil et non communautariste auquel ils aspirent pour les citoyens. Se hissant par-delà le statut de simple acteur de protestation et de dépositaire d'un certain savoir-faire, certains groupes ont franchi le pas pour se constituer en campagne électorale en vue de prendre le pouvoir par le vote. D'où la naissance de Beyrouth Medinati. Donc c'est dans ce contexte qu'un groupe de militants dont je fais partie a rapidement commencé à se former et à débattre si une plateforme politique qui rassemblerait les citoyens autour d'un agenda commun, des principes politiques approuvés, pourrait être une voie à suivre. Aussi, une campagne, lors des élections municipales axée sur les questions locales, pourrait se servir des élections comme une opportunité pour semer les germes de la future compétition politique à Beyrouth. Donc le débat s'est porté sur le choix de faire campagne aux élections de Beyrouth en partant d'un raisonnement double. D'une part, que la campagne était logistiquement réalisable, qu'on pouvait réussir, et pouvait créer une occasion de rassembler tous les militants, les experts et les citoyens concernés autour d'un objectif commun dans une structure inclusive. Donc ça, c'était le premier pari. D'autre part, que les citoyens en avaient ras-le-bol de lutte confessionnelle et de la politique macro et étaient plus concernés par les problèmes qui affectent leur vie quotidienne. Donc on avait ce double pari. D'un côté, c'était juste après l'échec de Hustings, de Vupué, c'était de rassembler
tous les déçus, les activistes et les militants, et d'autre part aussi exploiter ce ras-le-bol de la société libanaise de l'état des choses sur le plan politique. Donc ce collectif a commencé à grandir, plus de personnes se sont impliquées, et progressivement Beyrouth Madinati est né comme une campagne organisée avec sa propre marque, un programme de fond. Donc l'un des premiers textes développés dans un petit bureau dans mon quartier à moi était un code d'éthique qui comprenait les principes fondamentaux de la campagne tels que l'indépendance, l'inclusion, la participation, la transparence et la responsabilité. Donc, les élections, on n'a pas réussi les élections, mais malgré l'échec aux élections de Beyrouth en mai 2016, l'excellent score du groupe Beyrouth Madinati, près de 40% des voix, atteste d'un message politique qui pourrait représenter durablement les aspirations d'une partie des Libanais. Donc, aujourd'hui, il y a des initiatives similaires qui s'organisent en vue des élections législatives. Donc, nous, on aura les législations. Juste un petit mot sur la question des législatives. Le Liban n'a pas connu encore des élections municipales, des élections législatives depuis 9 ans. Pour la simple raison que finalement, les partis politiques, le pouvoir en place, n'arrivent pas à mettre en place, n'arrivent pas à réformer la loi sur les élections parlementaires. Et la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à s'entendre, parce que finalement, ils n'arrivent pas à se subdiviser ce gâteau. Donc on est dans l'impasse aujourd'hui, et chaque jour, et le mandat du Parlement vient de finir. Aujourd'hui, on peut se retrouver dans un vide total, complètement total au niveau de l'État. Donc on attend d'un jour à l'autre la naissance d'une réforme qui va retracer, qui va reconfigurer le territoire national en district d'élection. Sur le plan des actions de Beyrouth Madinati, donc il y a plusieurs actions. La première action, donc on s'est intéressé aux déchets parce que les déchets étaient complètement absents dans la conscience des Libanais, dans la conscience de la société civile, car c'est vrai, il est vrai que finalement la société privée sous Clean faisait bien son travail, donc c'était assez satisfaisant. Donc c'était un problème caché, complètement caché. Le jour où l'odeur des ordures a pénétré nos maisons, c'est à ce moment-là que finalement il y a eu une prise de conscience. Mais maintenant, après cette crise, Beyrouth Madinati s'intéresse aux déchets. Et voilà, je veux vous montrer quelques chiffres. Donc ça, c'est des chiffres qui concernent les déchets avant juin 2015. Donc les déchets solides, donc le compost, c'est 15%. Recyclage, c'est dans le 8%. L'enfouissement, c'est la partie verte, c'est dans les 48%. Donc c'était un peu ça là, avant 2015. Composition des déchets solides domestiques au Liban. Donc 52% c'est en matière organique, donc 16% en papier et carton, et le verre en plastique dans les 11%. Donc le gros de la production de déchets au Liban, c'est en matière organique, dans les plus que 50%. La gestion actuelle des déchets domestiques, ordures ménagères, donc le site de Beyrouth et mon Liban, sans biblos, environ 3000 tonnes par jour. Beyrouth, municipal, c'est 650 tonnes par jour. Mon Liban, sans la ville de Byblos, c'est 1350 tonnes par jour. Donc, ça, c'est à Beyrouth et mon Liban, c'est des déchets domestiques solides. Le site de Amroussi reçoit 100 tonnes par jour. Le site de Quarantine a 1900 tonnes par jour. Coral, 300 tonnes par jour. Costa Brava, le nouveau site de décharge, enfin près de l'aéroport dont je vous ai parlé tout à l'heure, il reçoit 1500 tonnes par jour.
Burj Hamoud 1200 tonnes et Saïda 250 par jour, donc qui vont de Beyrouth à Saïda. Le coût de gestion des ordures ménagères au Liban, donc c'est un coût assez excessivement comparé aux autres pays arabes. Coût annuel en dollars, en Algérie c'est 67,2 $, en Égypte c'est 85 $, en Jordanie 88,8 $, au Liban c'est 272 $, en Syrie c'est 97 et en Tunisie c'est 54,2 $. Donc on voit très bien que finalement ça va aller chercher dans les 3 fois ou 4 fois plus le prix payé, le coût annuel par année dans d'autres pays arabes. Donc c'est un coût excessivement élevé. Il faut dire que finalement ce coût finance toute la corruption à Beyrouth, au Liban. Donc l'autre action, donc donc il y a une prise de conscience pour Beyrouth Madinati comme quoi les déchets représentaient un enjeu multiple, donc qui présentait d'un côté des risques et de l'autre côté des opportunités. Les risques, d'une part, c'est depuis juillet 215, le Liban vit la crise de gestion des déchets la plus importante de son histoire. Les décharges non contrôlées et la combustion à ciel ouvert dégagent des polluants parfois très nocifs dans l'air, l'eau et la terre. Les effets toxiques touchent presque tous les organes et peuvent être aigus ou chroniques. Les solutions qui sont proposées pour l'instant, c'est l'incinération. Donc, nous sommes tout à fait contre cette façon de traiter, parce que l'incinération, dans 4 ans, sera désastreuse, vu que finalement, le maintien des affaires publiques au Liban n'est pas du tout à la hauteur. Donc, début 2016, la pollution atmosphérique à Beyrouth a atteint des proportions alarmantes. Concentration de dioxines et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans des régions résidentielles de Beyrouth. Donc 4 fois 16 plus élevée que celle prise en 2014 dans une région fortement industrialisée. PM18, c'est les particules microscopiques, égales de 276% du maximum admis par l'Organisation mondiale de la santé, qui est de 2,5, qui est égal à 171% du maximum admis. Métaux lourds augmentés de 98% en 2015 à 140 en 2014 à 1448%. Donc au Liban, le risque de cancer dû aux toxines atmosphériques est effrayant. Tout ça, c'est des collègues qui travaillent dans la santé publique qui m'ont passé ces chiffres. En 2012, 0,5 adultes et 1 enfant par million d'habitants. En 2016, 37 adultes et 186 enfants par million d'habitants. La proportion qui est en train de monter, soit 74 fois plus de risques chez l'adulte et 186 fois plus de risques chez l'enfant. Bon, les opportunités, de l'autre côté, juste pour citer que finalement, on s'intéresse à ça parce qu'à droite, il y a une carte qui montre un petit peu les points de dépôt de matières recyclables. Donc, c'est des petites usines de traitement de déchets très primaires, donc qui reçoivent des déchets qui sont non triés. Il y a aussi des associations qui vont aller chercher les ordures des appartements et qui les acheminent vers ces centres de traitement. Donc, sur le plan économique, par rapport à Beyrouth Madinati, ça représente une opportunité pour créer des jobs d'emploi, surtout avec la présence des Syriens, des réfugiés syriens au Liban qui sont en manque d'emploi. Donc la question des déchets pourrait être une occasion pour trouver du travail. Sur le plan social, c'est une société plus solidaire parce que finalement, ils partagent le même souci environnemental et écologique, donc ça crée des liens, ça crée une certaine solidarité. Sur le plan écologique, donc avancer des solutions intégrées et non seulement des solutions sectorielles comme l'incinération. Donc il y a eu aussi une expérience de zero waste par rapport aux déchets. C'est une expérience qui a été pratiquée à la faculté des sciences de santé publique à l'université libanaise. Donc on a installé des conteneurs pour
pour les déchets organiques pour en faire de compost, un autre conteneur pour les déchets réutilisables, un troisième pour les déchets recyclables, un quatrième pour surtout dans la faculté ce qui est nocif plutôt à la santé. Donc à chaque fois on montre en contrepartie que finalement les matières organiques peuvent être transformées en compost et les matériaux réutilisables peuvent être acheminés vers d'autres lieux où ils sont traités. Donc c'est une façon, c'est une expérience qui montre que finalement que cette expérience de Zero Waste est possible au Liban. Et les trois piliers de cette expérience, c'était réduire les déchets à la source, la réutilisation de récupération et le recyclage. Donc sur le plan politique aussi, Beyrouth-Makhabati, c'est vrai qu'on a perdu les élections municipales, mais par contre on s'est impliqué dans les affaires de la cité, dans les affaires de la société civile. Donc Nakhabati, c'est mon syndicat en arabe. Nakhabati pour les ingénieurs et les architectes, c'était une occasion pour nous de présenter la candidature de quelqu'un qui est sympathisant et qui est de Beyrouth Madinati. Et on a pu ainsi investir la présidence de cet ordre prestigieux des architectes et des ingénieurs de Beyrouth avec presque 45 000 adhérents. Beyrouth Madinati est désormais acteur dans les affaires publiques au Liban en ce qui a trait aux nombreuses problématiques architecturales, urbaines et environnementales. Donc ça a été une victoire assez marquante pour la Beyrouth Madinati dans ce sens-là. Donc ça c'est la deuxième action sur laquelle on s'est focalisé. Une troisième action dans laquelle Beyrouth Madinati a été impliquée vivement, c'est l'espace public. Donc, à l'initiative de Beyrouth Madinati, il y a à peine quelques jours, avant que je ne vienne, on a pu rassembler 24 ONG, groupes coopératifs et campagnes, qui aujourd'hui font face ensemble à ce qui est devenu une mainmise sur la côte du Liban. Donc aujourd'hui, le pouvoir en place est en train parce que finalement, les finances ne sont pas là, la corruption s'est arrêtée un petit peu avec le contrat privé des déchets. Aujourd'hui, ils se tournent vers la gentrification, vers la privatisation de la côte du Liban. Parce que c'est là où vraiment il y a lieu de construire des gated communities et des parcs résidentiels donnant sur la belle vue de la mer et la Méditerranée. Donc, sur le plan de la recherche, sur le plan scientifique, l'une des leçons, c'est l'émergence de nouvelles thématiques à partir de l'enjeu de l'urbanisation. Donc, aujourd'hui, il y a des transformations assez importantes à Beyrouth et la crise des déchets a finalement démontré la question principale, c'était comment gouverner le territoire aujourd'hui. Donc la grosse question, c'est la gouvernabilité des territoires urbains qui vont remettre en question le modèle du pouvoir politique central, comme on l'a vu, pour la régulation et l'arbitrage des conflits sociaux. Donc aujourd'hui, il y a cette question qui fait surface. Donc cette remise en question repose, sur le manque de confiance en la capacité de la sphère politique pour aborder les problèmes des sociétés modernes et l'émergence d'une société civile qui revendique un droit de parole dans l'organisation du pouvoir. Donc on assiste aujourd'hui à la montée d'une société civile qui veut affirmer son rôle, qui veut consolider sa revendication, qui veut asseoir sa revendication sur des questions sociales. Donc l'émergence de questions aussi nouvelles que la protection de l'environnement,
l'exclusion, l'intégration et la gouvernance ne peut plus être abordée par des politiques sectorielles, mais qui nécessitent des approches intégrées. Donc les approches sectorielles, les approches de découpage des services urbains n'est plus fonctionnelle. La consolidation de nouveaux domaines d'action collective, notamment dans les régions urbaines où diverses formes de mouvements sociaux ont longtemps contesté l'intégration politique de haut en bas, top-down. Donc je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, comment repenser la ville au vu de ce qui vient de passer au niveau de la crise des déchets au Liban ou bien des transformations rapides qui touchent la gouvernabilité des villes. Aujourd'hui, la ville que je qualifie, la ville est en tension. La ville, parce qu'elle est travaillée par un modèle par le bas, donc qui s'appuie sur les individus, leur liberté et leurs droits. Donc il y a un modèle, il y a une revendication qui vient par le bas dans la ville, et d'autre côté, il y a un modèle par le haut qui est dirigé par le pouvoir qui définit les droits et les libertés. Donc c'est une ville en tension entre deux modèles. Le modèle qui est dominant aujourd'hui à Beyrouth, c'est le modèle d'en haut, donc qui définit les droits et les libertés d'en bas, de la société civile. Donc ça, c'est la manifestation, et ceci se manifeste, enfin cette domination d'en haut se manifeste à travers la corruption, se manifeste à travers la privatisation de l'espace public, se manifeste aussi au niveau de la gentrification des centres. Beyrouth aujourd'hui fait face à c'est un immense chantier en construction, mais ce n'est plus le centre dévasté, ce n'est plus le centre qui a été ravagé par la guerre, mais non, c'est le patrimoine urbain qui est aujourd'hui ravagé, qui est remplacé, qui est rasé. C'est la tabula rasa qui est remplacée par les tours, que ce soit à bureau ou résidentiel. Donc cette tension se reproduit aussi dans plusieurs domaines et qui entrave le fonctionnement d'une ville qui soit équitable, qui soit plus juste. D'où la nécessité de construire du commun ensemble pour une production de la ville qui soit plus partagée et plus démocrate. Donc, et je termine là-dessus par cette diapo, par un questionnement plus large. Est-ce que la crise de Beyrouth elle est propre à la ville ou plutôt à une dynamique plus globale qui est liée à la crise du modernisme et à la mondialisation? Donc c'est vraiment la question que je me pose et que je vous la pose. Est-ce que la polarisation communautaire que connaît le Liban aujourd'hui, que connaît Beyrouth, est-ce qu'elle est différente de la polarisation ethnique ou socio-économique partisane dans d'autres villes du pays ou du monde? Est-ce qu'on ne vit pas aussi à l'heure où cette diversité ethnique aussi cause un certain communautarisme dans le monde? Merci de m'avoir écouté, merci de votre patience. Merci, monsieur le professeur. Donc, nous avons une demi-heure pour parler, peut-être un peu plus si on veut. Bon, il y a énormément de choses tout à fait passionnantes et excitantes dans ce que vous nous avez dit. Et au fond, à partir du déchet, on est en train d'essayer de repenser la ville, sa gouvernance, ses modèles de gouvernance. Et effectivement, c'est un débat tout à fait essentiel. Moi, j'avais envie de revenir un petit peu, mais parce que je sais qu'on va encore dépasser la question du déchet bien vite, mais de revenir un petit peu sur le déchet, bon, dans la mesure où il est le déclencheur de tout cela. Enfin, il est un des déclencheurs, parce qu'il n'est sûrement pas le seul. Parce que au fond, on s'aperçoit, quand on travaille un peu sur le sujet, quand on a travaillé avec Yann-Philippe Tastevin et l'équipe qui a travaillé avec moi sur ces sujets, que
la volonté d'appropriation du déchet vient à un moment où les habitants de la ville s'aperçoivent qu'au fond, ils ont été totalement désappropriés de cette gestion, éloignés de cette gestion, et ils l'ont parfois été volontairement éloignés de cette gestion. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, c'est l'image du vide-ordure. Hein, je jette, je ferme la boîte, et je ne veux pas savoir, ce qu'il y a dans la boîte, ce qu'on en fait. Or, à un moment donné, la boîte déborde. À Marseille, on le sait, hein, parce que il y a eu, et vous le savez si vous êtes Marseillais, il y a eu des moments où effectivement ça a débordé. Et on s'aperçoit surtout que ça déborde de plus en plus vite. On en parlait tout à l'heure avec M. Telvizian. Et on s'est aperçu qu'au fond, il suffit d'une journée où les éboueurs ne viennent pas pour que ça se mette, et encore une journée, des fois une demi-journée, pour que ça se mette à déborder. Et du coup, voilà, comment se réapproprier quelque chose dont de manière assez paradoxale, on ne veut pas toujours, parce que justement, c'est l'impureté, c'est la saleté, c'est quelque chose qui sent mauvais. Et on a très envie de déléguer. Alors on est en train, on aimerait, au fond, on est content de déléguer, mais en même temps, on s'aperçoit que si on délègue, ça nous échappe. Et que c'est repris en main par d'autres pouvoirs, qui sont les pouvoirs politiques existants, mais qui sont aussi des pouvoirs souterrains, qui sont les fameuses mafias. Hein, et c'est là, vous en avez parlé un petit peu, ce qu'on appelle l'argent sale des ordures, hein, et que l'on voit apparaître, qu'on voit émerger très, très souvent dans ces fameuses crises. Et je pense évidemment, et vous l'avez tous et toutes en tête, à la fameuse crise des déchets, qui est plus longue, plus insidieuse peut-être que celle de Beyrouth, en tout cas je crois, qui est celle de Naples et de la Campanie, puisqu'elle démarre dans les années 1995 et qu'elle se termine, et encore, on peut dire qu'elle n'est pas vraiment totalement terminée, dans les années 2013, et qu'entre-temps, la mafia qu'on appelle la Camorra, hein, qui est très bien décrite dans le fameux livre de Saviano qui s'appelle Gomorra, eh bien, au fond, nous débarrasse, hein, de nos déchets. Hein. Sans qu'on le veuille, ils prennent le pouvoir sur les déchets, ils en profitent, évidemment, ils en tirent parti, sauf que le problème, c'est que les déchets, tout d'un coup, ils réapparaissent parce qu'ils les ont maltraités, ils les ont mis dans des trous, mais ils ne les ont pas gérés comme il le faut, et du coup, on se retrouve devant un problème encore plus grave. Et je crois que c'est effectivement cette question, cette espèce de paradoxe où on a envie, d'un côté, de se libérer de cette question, parce qu'on n'a pas envie de s'occuper de ça, et qu'en même temps, si on s'en désintéresse, elle nous échappe, et à ce moment-là, elle est prise en charge par des pouvoirs dont on ne veut pas. Donc voilà, et je crois que c'est important qu'il y ait effectivement des mouvements citoyens qui s'en occupent. Alors vous avez cité Zero Waste, on le cite dans l'exposition, parce qu'ils sont très présents, du moins dans cette partie-là de la Méditerranée. Ils sont présents en Italie, ils sont présents en Espagne, ils sont présents en France, et ils agissent pour cette appropriation du déchet. Et j'étais très intéressé de voir qu'il y avait un embryon, en quelque sorte, de Zero Waste au Liban, et que vous suiviez en tant que mouvement politique cette démarche. C'est très timide pour l'instant, mais c'est prometteur. Mais là, en face, on a en face une municipalité qui est complètement acquise au pouvoir et qui prêche l'incinération. Donc c'est tout à fait contraire à l'idée de valorisation des déchets, d'appropriation de cette problématique-là par la société civile. Donc on sait très bien le problème, surtout à Beyrouth, quand on parle de gérer des systèmes complexes comme l'incinération ou l'incinérateur. Donc
quelques années après, donc il faut revoir tout le système, remplacer les filtres et tout ça. Ce n'est pas du tout garanti que finalement avec une gestion, que la municipalité ne soit pas à la hauteur de ça, parce que sinon il faut confier ça à une société privée, et là on revient au même problème. Et l'incinération pousse aussi les gens à consommer beaucoup plus, se disant que finalement tout va à l'incinérateur. Au contraire, on fait du bien parce que l'incinération va aussi produire de l'énergie, de l'électricité. Donc ceci va à l'encontre tout à fait des principes de la société civile, enfin de notre collectif Beyrouth Medinati, qui veut créer de la solidarité, qui veut créer du commun, qui veut créer de la participation, de l'inclusion. Donc on voit très bien le lien, la relation entre, d'un côté, la question que moi je dirais, non pas la crise des déchets, mais la crise de services publics, parce qu'au Liban, il n'y a pas que les déchets, il y a aussi l'électricité, et l'eau aussi. Ce sont deux services urbains qui font aussi défaillance dans la gestion et dans la fourniture des services urbains à Beyrouth. Oui, vous avez parlé souvent de solutions intégrées. Ouais. Est-ce qu'on pourrait le schématiser d'une certaine manière, de voir comment ça peut fonctionner, justement, cette intégration avec la question du déchet? Oui, le premier principe, c'est vraiment, dans une solution intégrée, c'est le faire avec les gens. Donc, inclure les gens dans toute solution intégrée. Donc, partir donc s'allier aux gens. Donc, à Beyrouth, pour la question des déchets, c'est partir d'un schéma qui doit, en premier lieu, faire en sorte finalement qu'il y ait réduction dans la consommation, dans la production de déchets. Donc, deuxième principe, c'est valoriser les déchets à travers un processus de récupérer les matières récupérables, les matières réutilisables et recyclables. Donc c'est un peu ce processus-là qui doit mener à zéro waste, enfin zéro déchet. Donc faire en sorte que finalement les déchets, qu'il y ait une prise de conscience de par la participation de la société en général, que finalement le déchet c'est quelque chose qu'on produit nous-mêmes et dont on est responsable. C'est un peu ça la solution intégrée, c'est vraiment miser sur la participation des gens dans la solution. Vous aviez dit que j'aimerais bien que vous développiez ça, que au fond, de travailler dans cette perspective, et dans la perspective des fameux 3 R de Zero Waste, Reduce, Reuse et Recycle, c'est au fond un moyen de faire travailler, enfin de donner des emplois à des gens, et notamment peut-être aux gens qui sont arrivés à cause de la guerre en Syrie, des réfugiés. Est-ce que là, on a des pistes? Nous, on montre dans l'exposition le cas effectivement des récupérateurs de rue d'Istanbul, qui sont souvent des gens qui viennent de Syrie ou qui viennent d'Afghanistan parce qu'ils en sont chassés par la guerre et qui trouvent là un moyen de survivre. Alors est-ce que c'est ça? Et puis est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous envisagez? Non, parce que finalement, la prise de conscience, elle est toute nouvelle au Liban. Donc on n'a pas tellement d'expérience dans ça. Mais ce qui est frappant, c'est les municipalités qui commencent à se prendre en charge à ce niveau-là. Donc les municipalités aujourd'hui font campagne de sensibilisation auprès des habitants pour le tri à la source. Donc ils sont en train de placer dans les villages, et surtout c'est très actif, ça se voit à l'échelle de petits villages, où il y a un conteneur pour des bacs de couleurs différentes. Pour le carton, il y a un autre bac pour tout ce qui est recyclable
Et il y a aussi un conteneur pour tout ce qui est déchets verts. Parce que dans les villages, il y a beaucoup de verdure, les agriculteurs s'en servent. Donc cette campagne de sensibilisation est en train de nous montrer que finalement, ceci est toujours, ça vous rapporte, vous en êtes bénéficiaire. C'est un peu ça, ce partenariat entre la municipalité et ses citoyens, que finalement, il y a possibilité, il y a moyen, finalement, d'autres politiques de traitement de déchets soient mis en place. Et ça, on le voit à l'œil nu, comme on dit, dans les villages et dans les petites villes. Vous avez Mais cependant, il n'y a pas cette récupération par des individus comme on en voit à Istanbul ou au Caire. Vous avez dit au fond qu'il y avait plusieurs niveaux au fond d'intervention. Il y avait un niveau global qui était peut-être le niveau de l'État libanais, et donc du pays, du territoire national, voire un niveau peut-être international, parce qu'on voit que le déchet produit ailleurs, produit en dehors de nos frontières, arrive parfois chez nous, et que le nôtre va souvent ailleurs. Donc il y a aussi quelque chose à gérer internationalement. Et puis il y a différents échelons jusqu'au quartier ou à la petite commune. Donc là, est-ce qu'il y a effectivement des moyens d'organiser, de gérer ces différents niveaux de manière à ce qu'ils puissent ne pas être en contradiction les uns avec les autres? C'est-à-dire, au fond, ma question, c'est est-ce qu'on peut seulement gérer la question des ordures au niveau de petits territoires? Est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir une vision plus globale pour pouvoir le traiter différemment? Sur le plan national, le problème auquel fait face le gouvernement pour l'instant, c'est désigner des décharges sur le sol national. Et là, ça devient un vrai problème parce que finalement, les décharges doivent aussi se faire sur le plan confessionnel. Donc, si on met une décharge dans une zone chrétienne, il faut faire en sorte que finalement, qu'il y ait une décharge dans une zone musulmane. Et les musulmans aussi sont divisés en sunnites et chiites. Et si c'est sur le territoire chiite, donc il faudrait en créer sur le sol, sur le territoire sunnite. Donc les chrétiens, si c'est les Arméniens veulent aussi qu'il y ait une décharge. Donc on est à ce niveau-là et le gouvernement est en train de soudoyer certaines communautés plus faibles afin qu'ils puissent désigner une décharge chez ceux-là et non pas ailleurs. Donc ça c'est le niveau national. Mais au-delà de ce découpage territorial, le niveau national ne joue pas son rôle. C'est juste désignation des aires géographiques. Et à partir de là, ce sont les communes. Après la fin de ce contrat privé, aujourd'hui, c'est les communes qui prennent en charge leurs responsabilités par rapport à ce dossier-là, par rapport au secteur des déchets. Mais n'empêche que finalement, il doit y avoir cette relation verticale entre ce niveau local et le niveau national. Et ça bute sur ça. Et pour l'instant, on n'a pas pu retrouver plusieurs décharges, parce que finalement, avoir plusieurs décharges à la fois, c'est aussi un problème de transport, de traitement, tout ça. Donc ce n'est plus économiquement viable. Donc on est dans ce... Pour l'instant, on se dirige vers l'incinération. Et temporairement, il y a le site qui est tout près de l'aéroport, sur lequel les chasseurs s'activent à tuer les mouettes afin que ça ne fasse pas de problème au niveau des vols. Oui, non, mais c'est très intéressant et c'est vrai que ce sont des questions qui se retrouvent. Je veux bien, à la rigueur, peut-être gérer mes propres déchets, mais je ne veux pas gérer ceux des autres. Ouais. Pour ceux qui ont vu les photos faites par Franck Pourcel des différents conflits qui ont eu lieu, notamment à cause de l'incinérateur, je dis incinérateur, enfin la filière de traitement des déchets qu'on a installée à Fos-sur-Mer en 2012. La principale revendication des gens de Fos, c'était de dire on ne veut pas gérer, s'occuper et donc être pollué par les déchets des Marseillais, parce que nous, on est à Fos.
Si on avait mis la décharge, l'incinérateur à Marseille, on aurait sans doute eu les habitants des quartiers nord qui auraient dit c'est dans le quartier nord, et nous, pourquoi les gens des quartiers sud viendraient mettre leurs déchets au nord et vice-versa. Donc effectivement, il y a cette question qu'on appelle Not in my backyard, hein, NIMBY, qui est un déclencheur... qui est un déclencheur de conflits très important, surtout quand on parle de déchets, et qui nécessite, me semble-t-il, une gestion aussi, une planification, disons, globale, ne serait-ce que pour s'équiper des équipements qui vont permettre de recycler, de retraiter, et qu'on ne peut peut-être pas avoir dans chaque commune une entreprise qui recycle les plastiques, qui recycle l'aluminium, etc. Donc ça doit être mutualisé d'une certaine manière. Oui, tout à fait, oui. Voilà, bon, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Alors j'espère que vous avez des tas de questions à poser à notre invité. Voilà, monsieur. Vous allez avoir un micro bien vite, sinon je vais vous passer le mien, il n'y a aucun problème. Voilà. Comment il marche celui-là? Oui. Alors, déjà, merci. Ensuite, j'ai une question au sujet justement de l'intégration du Liban en général, pas que de Beyrouth, dans la région, et notamment au sujet, le fait que, en fait, mon professeur m'avait dit que le Liban, il concentre à lui seul une grande partie des ressources d'eau pour toute la région, qui est quand même désertique aux alentours du Liban. Est-ce que cette concentration de déchets suscite une réaction au sujet des pays alentours pour justement question de pollution d'eau et peut-être penser à une extraction des déchets dans d'autres pays, justement pour préserver cette ressource d'eau. Voilà. Oui, non. Sur la question de l'intégration, on est plutôt dans une situation de désintégration plutôt que d'intégration. La Syrie est complètement désintégrée, donc il reste la côte d'Israël, de Palestine. C'est un peu ça le voisin le plus proche pour l'instant. Il est vrai que finalement, il y a une pollution de la côte. De temps à autre, il y a des initiatives qui sont prises par certaines ONG à Beyrouth. Je parle de Beyrouth plus spécifiquement pour dépolluer la plage, faire le ramassage des ordures, enfin tout ce qui est plutôt à la surface. Mais il est vrai que c'est un vrai problème. Et là, ça nécessite la collaboration d'autres pays sur le pourtour méditerranéen pour vraiment nettoyer la côte libanaise. Des eaux potables. Ben, écoutez, l'eau potable, on n'en a pas assez parce que finalement, on n'a pas mis en place parce que la guerre d'une part et puis la corruption d'autre part n'ont pas pu attaquer le problème de base. L'eau n'est pas polluée au Liban. L'eau n'est pas bien gérée au Liban, oui, parce qu'on n'arrive pas à capter l'eau. L'eau s'en va dans les rivières et s'en va dans la mer. Mais on n'a pas assez de barrages. Là, pour l'instant, il y a une politique de barrages. Mais certains barrages ne sont pas bien adaptés au milieu, donc on est contre. Mais ça pourrait être, il est vrai que finalement le Liban pourrait être le réservoir d'eau de la région. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. La qualité n'est pas un problème, la qualité elle est bonne de l'eau. Excusez-moi? Il y avait un canal pollué dans vos photos. Oui, je parle. Mais l'eau potable, enfin, qui vient de la source, elle n'est pas polluée. Que l'on jette dans la mer après. Que l'on jette dans la mer après, voilà. Les bouteilles en plastique. Oui, les bouteilles en plastique. Voilà. À vous, madame. Voilà. Oui, merci. Moi, je voulais revenir sur
ce sujet de l'appropriation donc de la problématique de la gestion des déchets, l'appropriation citoyenne, parce qu'on sait bien que dans ce genre de processus, ce qui est important, c'est aussi le fait que le citoyen paye pour un service public. Et donc je voulais mieux comprendre comment, vous aviez montré le coût assez exorbitant donc, de la gestion des déchets au Liban. Finalement, quel est le processus de paiement? Est-ce que le citoyen paye au niveau local, au niveau national? Et au final, ma question, est-ce qu'il est conscient qu'il paye un coût qui est effectivement bien au-delà de ce que paye le monde et les pays alentours? Est-ce que ce n'est pas un levier d'action politique peut-être pour... Oui, tout à fait. Enfin, les déchets sont payés par ce qu'on appelle par une taxe indirecte. Donc, la collecte se fait à travers les appels téléphoniques. Donc, il y a un prélèvement qui se fait dans plusieurs secteurs. Ces prélèvements vont dans une caisse qu'on appelle la caisse commune des municipalités. Donc, les communes ne prélèvent pas leurs taxes directement. C'est l'État qui les... Et toute la question de soutenir la société privée a été financée par cette caisse commune. Donc, c'est pour cette raison elle était totalement occulte. Donc, nous, on ne paye pas directement pour la collecte des déchets, mais on paye pour... c'est un prélèvement qui se fait sur nos appels téléphoniques, sur nos achats, qui va directement à la caisse commune des municipalités qui finance, elle, les projets de collecte, de transport et de traitement des déchets. Mais il faut dire finalement, moi qui habite un appartement, un immeuble de 12 étages au 6e étage, je paye à la fin de chaque mois $10 pour que le concierge vienne chercher mes ordures et les amène dans un bac où Soucline, la société privée, vient les chercher. C'est plus Soucline. Ce n'est plus Soucline, c'était Soucline. Mais pour l'instant, c'est Soucline qui fait sur une base temporaire, qui est payé. C'est juste pour 4 mois de temps. Mais les 4 mois sont en train d'être prolongés. Donc, effectivement, si jamais c'était les municipalités qui prélevaient directement, ça aurait pu être un levier politique très important, excessivement important. Mais c'est une prérogative de l'État, et l'État devrait en principe se défaire de cette prérogative, mais pour l'instant, on n'a pas de Parlement, ça fait 8 ans, ça fait bientôt 9 ans, sans Parlement. Donc, tout est sur base temporaire. Question au fond, oui. Monsieur. Oui, voilà, moi je voulais revenir sur, merci pour cet exposé passionnant, sur ce passage aux politiques qui est vraiment une caractéristique de ce mouvement, qui pourrait d'ailleurs nous inspirer à Marseille aussi, sur comment on passe d'un mouvement citoyen à un débat urbain plus élevé. Oui, donc je voulais comprendre donc les municipales, donc quand même 40%, c'est un... Enfin, comment on passe de Houston à Beyrouth Madinati, et municipal 40%, c'est quand même un très bon score. Est-ce que vous pourriez y revenir un peu? Qui c'est qu'il y avait comme parti au municipal? Quelles étaient les forces en présence? Puis après, ce passage au national et législatif, donc là, on est dans un autre sujet, parce qu'on n'est pas rattaché à la question de la ville. Donc comment vous envisagez à la fois au niveau local, donc comment s'est passé ces municipales, et au niveau national, quelles sont les perspectives, quoi? Oui, tout à fait. Non, mais il faut dire que finalement, Houston, c'était un collectif assez restreint, assez humble. C'est les manifestations qui ont projeté ce collectif au premier plan. Mais par la suite, durant les manifestations, ils ont été rejoints par d'autres collectifs. Ce qui fait que finalement, c'était devenu un collectif non gérable, ou plutôt un regroupement de collectifs non gérables. C'est à ce moment-là que finalement, il y a eu des infiltrations. Donc, c'est un mouvement qui a été infiltré par les partis au pouvoir, donc qui a dévié un petit peu ce mouvement. C'est à un certain moment, il y avait des slogans à l'intérieur des manifestations contre le régime. C'est en arabe, as-sulta, le pouvoir, le régime en entier. Donc c'était la chute du régime. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. Donc c'était plutôt la chute, comment Clémentine, toi tu es venue placer? C'est revendiquer la chute du pouvoir dans le vrai sens du mot.
Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que finalement il y a eu un retrait de la société civile. C'est un slogan dont on a vu les conséquences dans les pays arabes. Donc les Libanais et les médias proches du gouvernement ont martelé ce slogan, ils l'ont montré en direct, et voilà. Si vous allez continuer dans cette veine-là, c'est ça ce que vous allez retrouver. Des photos de Syrie, de Libye et d'Égypte. Donc, il portait en lui les germes de son échec, quoi, dès le départ. Beyrouth Medinati est venu par après. C'est pas Beyrouth Medinati qui est venu par après. Les activistes qui ont participé aux manifestations de Justink, On veut de compte, il y avait plusieurs groupes, se sont mis ensemble pour dire finalement, voilà l'erreur qui a été commise, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on aller à partir de là? Donc on a gagné une expérience, on a attiré l'attention du peuple libanais sur les défaillances de ce système politique, mais comment fait-on pour aller faire du vrai changement? Et le choix s'est porté à faire le jeu du pouvoir. Donc, aller dans le sens des élections. Faire en sorte que finalement, on se bat sur le plan tout à fait légal. Et non pas une révolution, mais plutôt une certaine évolution. Ce n'est qu'à partir de là que finalement, des amis à moi, on était assis autour d'une table comme ça, on était une dizaine, pas plus que ça. Que Beyrouth Medinati est né, donc il y a des activistes qui ont dit ah tiens, ça c'est revenons sur Beyrouth. Revenons parce que finalement il y a l'échéance des élections municipales de Beyrouth et formons une équipe pour faisons une campagne autour des principes qui ont été approuvés par la plupart des Libanais, qui sont la transparence, qui sont les services publics équitables, la gestion équitable, une bonne gouvernance. Enfin, il y avait un programme en 10 points sur lequel on a fait campagne. Donc ça, c'est le passage de Justink à Beyrouth Medinati. Pour l'instant, on a gagné une bataille de la présidence de l'Ordre des architectes et des ingénieurs. C'est le syndicat le plus puissant au Liban. Donc il a 40 000 adhérents, membres de ce syndicat. Donc avec leur famille, ça fait multiplié par 5, ça fait 200 000 personnes. C'est énorme comme truc. Donc là, il y a... Donc, prenant appui sur ça, on pense aux législatives. Ce n'est pas encore décidé. Hein. Donc on en parle, on en discute, mais ce n'est pas encore décidé. Parce que pour l'instant, Beyrouth Medinati est constitué en indépendance totale vis-à-vis des autres groupes qui sont sur le terrain. Mais là, pour les législatives, il va falloir faire des alliances. Et c'est cette question d'alliance qui nous fait un peu réfléchir sur la question. Avec qui s'allier et comment s'allier. Donc on n'a pas trouvé encore de terrain commun pour les législatives. Voilà. Alors, madame, en rouge. Madame. C'était juste une petite question. Il y a bien avant 2005, parce que monsieur parlait de 2005 tout à l'heure, j'avais vu une émission sur Thalassa. Il y avait une montagne de déchets au bord de la mer. Et c'était tellement important que ça tombait dans la mer. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas exactement où c'était. C'est à Saïda. Ah oui. J'avais été effrayée déjà. Je n'entendais pas parler de tout ça, mais c'était effrayant. Voilà. Et où ça en est maintenant ? Où ça en est maintenant? Qu'est-ce qu'il est devenu? Non, quel stade? pour l'instant, non. Ils ont installé une usine, ils ont gagné ça sur la mer, ils ont compacté, et ça, il y a du méthane qui ressort de ça, donc il y a des odeurs. C'est un pansement, quoi. C'est pas encore bien. Mais ça va être un site pour la construction. Donc ils vont construire là-dessus, comme ils ont fait à Beyrouth. Okay. C'est tout à fait la même politique. Donc on va construire, on va construire sur les déchets. Sur les déchets, oui, tout à fait. Donc, il y a... Parce que c'était vraiment au bord de la mer. Hein, oui, tout à fait, au bord de la mer. Effrayant. Et architecturalement parlant, ça... Oui, parce qu'il faut protéger. Il faut protéger. Donc on construit un truc qui va coûter les yeux de la tête.
Donc pour protéger cette partie-là, on la compacte, on laisse le temps de travailler, et puis par après, oui, on fait techniquement, c'est faisable, c'est jouable. Oui. Merci. Et on a le chauffage gratuit comme ça, grâce au méthane. Qui veut poser une question encore? Bon, bah écoutez, voilà, Léon Pelvidian, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.